Il est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Alexandre Loubet. Bonjour, vous êtes député Rassemblement National de Moselle, vous êtes membre de la Commission des Affaires économiques et vous êtes conseiller spécial du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. On va parler de réindustrialisation, on va parler d'énergie, de budget, mais je voudrais qu'on parle natalité, parce que c'est notre actualité ce matin. On a ces chiffres sur la grande bascule. Sur un an, le nombre de morts en France est désormais supérieur au nombre de naissances. Notre question, c'est qui va travailler demain? Vous ne défendez pas évidemment la question migratoire, vous ne poussez pas pour le fait qu'on ait plus d'immigrés dans le pays. Du coup, qui va bosser? D'abord, merci pour votre invitation. Bonjour, de même qu'à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Effectivement, un pays qui renonce à mener des politiques de natalité est un pays qui programme sa mort. Et nous le voyons bien cette année avec un solde négatif de près de 20 000, avec malheureusement davantage de décès que de naissances. Il n'y a aucun pays dans lequel les politiques de natalité fonctionnent. Aucun. Cela dépend aussi des modalités et des politiques publiques qui sont menées. En France, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que contrairement à de nombreux pays, le désir d'enfant est beaucoup plus important que le taux de fécondité. On a un désir d'enfant d'à peu près 2,5 par femme contre un taux de fécondité d'à peu près 1,4 ou 5. Ce qui signifie que cet écart démontre une véritable problématique qui est notamment essentiellement liée à la question du pouvoir d'achat, à la question de l'accès au logement qui est liée, mais aussi à la question de dans quelle vie allons-nous laisser notre enfant, notamment quand on voit l'ensauvagement de notre société. Donc évidemment, il s'agit d'une problématique qui est extrêmement diverse. Maintenant, ce que défend le Rassemblement National, c'est la mise en place, l'instauration d'une part fiscale pleine dès le deuxième enfant pour créer une incitation fiscale aux jeunes couples qui souhaitent avoir davantage d'enfants, étant donné, comme je l'ai dit, qu'il s'agit d'un problème de pouvoir d'achat. Nous considérons également qu'il nous faut desserrer l'étau dans l'accès au logement parce qu'aujourd'hui, la contrainte normative est l'un des principaux freins dans l'accès au logement et on le voit bien, le ZAN limite la construction du nouveau bâti, les DPE avec l'interdiction des catégories G et F entre 2025 et 2030 donc vous vont priver de près de 17% de logements du parc locatif. On peut pousser les Français à faire plus d'enfants, c'est possible. Vous dites pas comme Giorgia Meloni, évidemment, et je suis pragmatique, je vais changer les règles sur les questions d'immigration, contrairement à ce qu'elle avait promis pendant la campagne, et j'ouvre un peu les vannes parce qu'à un moment donné, il y a un besoin, il va falloir financer les retraites. Il faut raisonner avec pragmatisme. Actuellement, chaque année, nous avons à peu près 500 000 immigrés légaux, je ne parle pas des clandestins, qui viennent dans notre pays. Sur les 500 000 qui viennent dans notre pays, un peu moins de 50 000, donc même pas 10%, viennent au motif du travail. Que viennent faire les autres? Qui paye? On ne sait pas. Si, le contribuable français. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait que nous avons un taux de chômage qui est important en France, qui est en baisse certes, mais quand on prend en compte l'ensemble des catégories de chômeurs, on est à 5,5 millions de chômeurs. Moi, je vois qu'il y a à peu près 300 000 emplois vacants dans notre pays, ce qui signifie qu'il faut remettre la France au travail. Vous savez, on a un taux d'emploi qui est à 68%, les Pays-Bas, 82%. Si on avait le même taux d'emploi qu'aux Pays-Bas, il n'y aurait pas de déficit du système de retraite. Donc globalement, vous dites qu'il faut que les Français travaillent plus il faut qu'il y ait davantage de Français qui travaillent. Les Français peuvent travailler plus s'ils le souhaitent. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la défiscalisation des heures supplémentaires. Je crois que c'est une incitation fiscale qui permet effectivement de récompenser par le mérite le travail. Nous y sommes bien évidemment favorables. Mais ce qu'il faut essentiellement, c'est relancer la croissance, parce que la croissance seule permettra de remettre les Français au boulot, et qui le veulent, évidemment, étant donné que nous avons un taux d'écart extrêmement important, et bien évidemment, ça nous permettra de résorber ce déficit des retraites qui est de plus en plus important. Alors justement, c'est assez cocasse, parce que ces chiffres de l'INEL, ils sont publiés le jour où on va adopter définitivement la suspension de la réforme des retraites. Sur le plan des retraites, aujourd'hui, que défend le Rassemblement National? Est-ce que vous êtes prêt à dire aux Français pendant la prochaine présidentielle qu'il va falloir travailler plus? La réforme des retraites portée par le Rassemblement National est très claire. Lorsque on a commencé à travailler avant 20 ans, on partira à taux plein avec 40 annuités et à partir de 60 ans. Lorsque on entre sur le marché du travail après 20 ans, eh bien, il y a une progressivité de 40 à 42 annuités et un âge de départ légal de 60 à 62 ans. Vous savez, actuellement, avec la réforme d'Emmanuel Macron des retraites et d'Elisabeth Borne, en repoussant l'âge légal de départ à la retraite, il y a près de la moitié d'une génération qui arrive en âge de départ à la retraite sans travail.
ce qui signifie qu'ils vivent du RSA, du chômage, etc. Donc il y a une décote. Donc cette réforme entraîne une paupérisation des retraités, malheureusement. Mais vous m'avez pas répondu. Par conséquent, je vous réponds là, ce qu'il faut pour équilibrer notre système de retraite, c'est d'une part employer, recourir au levier de la natalité, j'en ai parlé. Donc ça et marche d'autre pas, part, on le sait. le plus important, c'est la productivité et la croissance. Et si vous me laissez une petite minute, je peux développer le sujet. Alors comment on augmente la productivité ? Déjà, je suis très inquiet de constater que nos entreprises, qui vous écoutent d'ailleurs, ont énormément de retard de productivité. On est tout de même à 6 points de numérisation en moins pour nos PME par rapport à la moyenne européenne en termes d'intensité numérique. On a 2 fois moins de robots qu'en Allemagne, 5 fois moins qu'en Corée du Sud. Il faut provoquer un véritable choc de compétitivité et le Rassemblement national est le seul parti politique de la classe politique qui défend ce choc de compétitivité. Mais comment, je vous repose comment ? Le seul levier qui sera un peu coûteux, et nous l'assumons, c'est la baisse massive des impôts de production. Mais vous savez, quand on voit que la baisse de l'IS de près de 11 milliards d'euros a permis de collecter 27 milliards d'euros de recettes supplémentaires, on se dit effectivement que trop d'impôts tue l'impôt et moins d'impôts permet d'avoir davantage de recettes fiscales. Premier levier, la baisse des impôts de production. Deuxième levier, ça ne coûtera pas un centime aux Français, c'est le rétablissement d'un prix français de l'énergie, de l'électricité, parce qu'il faut savoir que les entreprises en moyenne aujourd'hui payent une électricité de 2,8 fois supérieure à nos coûts de production. Par conséquent, nous avons l'électricité à produire la moins chère d'Europe, mais nous payons une électricité qui est complètement décorrélée des coûts de production à cause des règles du marché européen de l'énergie. Donc, troisièmement, le levier normatif, excusez-moi, je vous coupe, et le levier normatif, il est considérable. Vous savez, par rapport à 2017, nos entreprises paient 31 milliards d'euros d'impôts paperasse supplémentaires, c'est-à-dire de coûts des normes. C'est considérable, encore c'est une estimation basse, estimation OCDE, en France évidemment, ce qui signifie que toute la politique de l'offre d'Emmanuel Macron n'a pas eu lieu. Les allègements fiscaux ont été complètement neutralisés par la hausse du coût des normes. Nous dégraisserons ce mammouth normatif. Donc vous défendez la politique de l'offre d'Emmanuel Macron ? Absolument pas, je viens justement de vous dire que les allègements fiscaux... Vous me parlez de baisse d'impôts de production, CVAE, tout ça, on est là-dessus quand même. En l'occurrence, vous savez, le Rassemblement national a obtenu dans le cadre de l'examen du budget, la suppression de la C3S, l'un des principaux impôts de production qui pèsent sur nos entreprises, et en particulier les entreprises qui exportent, les ETI, les grandes entreprises. Nous avons obtenu cette suppression à l'Assemblée. Malheureusement, le gouvernement a paniqué et a réclamé un deuxième vote, une deuxième délibération pour revenir sur cette suppression. Alors j'imagine que quand vous parlez de ça au patron que vous rencontrez, il paraît que vous avez rencontré la moitié du CAC 40 avec Jordan Bardella. Je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'est à peu près une fourchette exacte ? J'aurais dit peut-être un peu plus, effectivement. Peut-être un peu plus. Quand vous leur parlez des impôts de production abaissés, j'imagine qu'ils applaudissent. Par contre, ils vous en veulent pour l'ISF et pour des votes sur ce plan-là où ils n'ont pas très bien compris où vous vous situez économiquement. Nous n'avons pas rétabli l'ISF et il faut lutter contre ces préjugés qui sont des éléments malheureusement de langage de la Macronie et de nos adversaires. Donc merci de me donner l'occasion de le préciser. Et vous avez voté. L'ISF concernait 400 000 personnes dans notre pays. Nous, ce que nous avons voté, c'est une transformation de l'impôt de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, qui concernait 180 000 personnes, pour un impôt sur la fortune improductive qui lui concernera moins de personnes encore, c'est-à-dire 140 000 personnes dans notre pays. Cet impôt, il fait quoi ? Concrètement, il ne taxe que les patrimoines de plus d'1,3 million d'euros, exemptés de la résidence principale ou unique, à hauteur de près d'1 million d'euros, contrairement à un abattement précédent qui était de 30%. Et en plus, nous incitons les personnes donc qui en ont les moyens à aller investir dans nos entreprises pour répondre aux besoins de financement en taxant ce qu'on appelle les biens improductifs comme les avions, les yachts, les œuvres d'art. Ça ne concerne pas grand monde dans notre pays pour qu'ils viennent justement et la fortune improductive. Financer c'est la fortune dont l'assurance vie. Ce sont... Alors non, attention, nous ne taxons pas les actions et la taxation de l'assurance vie est marginale, mais vous savez, c'était pas une proposition du Rassemblement national à la base. Nous avons fait des compromis, c'était une proposition du MoDem que nous avons justement améliorée en exemptant la résidence principale et unique de cet impôt. À la fin, Alexandre Loubet, quand on ne défend pas la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, qu'on la combat, comme vous venez parce qu'elle n'a pas eu lieu encore une fois, étant donné vous avez voté l'ISF, complètement liquidé les avantages d'allègements fiscaux par le coût des normes. Où économiquement, c'est-à-dire que les patrons, quand ils vous posent la question, mais pragmatique, ça veut rien dire. Vous êtes pro-business, vous êtes libéral, vous défendez une autre vision de l'économie. Vous êtes où ? Je n'aime pas qu'on soit catégorisé dans une case, pour être franc. Moi, je considère qu'on est pragmatique. On défend la puissance de la France et la prospérité des Français. Et pour défendre cet objectif-là, nous avons besoin
largement de nos entreprises. Mais nous, notre objectif, c'est pas de diriger les entreprises, c'est de créer les conditions de réussite de nos entreprises. Et quand je vous parle du choc de compétitivité que nous sommes les seuls à défendre par la baisse des impôts de production, par le rétablissement du prix français de l'énergie, parce qu'actuellement nous sommes privés de notre avantage comparatif au sein du marché européen, et surtout par la baisse de l'ensemble de ce magma normatif, eh bien j'estime que nous sommes le parti politique qui répondra le plus aux préoccupations de nos entreprises, n'en déplaise à nos adversaires, qui laissent entendre l'exact inverse. Vous savez, moi je regarde ce qui se fait à l'étranger. On voit que la Chine, l'Asie de manière générale accélère. On voit que les États-Unis sont en train de réagir. Pourquoi est-ce que nous adoptons des recettes diamétralement opposées à ce qui est en train de se faire partout dans le monde? Et même si je regarde en arrière dans l'histoire de notre pays, on voit bien qu'une sorte de libéral-colbertisme qui avait été mené par le général de Gaulle, qui consistait à ce que l'État impulse et soutienne nos entreprises, mais à laisser, dans le cadre de partenariats publics-privés, nos entreprises innover et impressionner le monde. Moi, je remarque que c'est la recette qui marche, c'est celle que nous voulons. Merci Alexandre Loubet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.